Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers graphique fascinant, la bande dessinée chinoise. Vous connaissez peut-être les mangas japonais, mais savez-vous que la Chine a aussi une riche tradition de bande dessinée? Du lianhua au manhwa, embarquez avec nous pour une exploration historique et culturelle captivante. En chinois, il n'existe pas de traduction exacte pour le terme bande dessinée, mais plusieurs expressions en capturent les différentes facettes. On trouve par exemple yaoshu, qui se traduit par petit livre, ou yaorenshu, qui signifie livre pour enfants. Il y a aussi chu, wa, shu, ou livre d'images. Cependant, les termes les plus courants sont lianhua, qui signifie littéralement image enchaînée, et évoque la nature séquentielle du médium, souvent associée aux bandes dessinées traditionnelles sous forme de petits livres avec une image par page, et manhwa, qui désigne la bande dessinée contemporaine, influencée par les styles japonais et occidentaux. L'arrivée de la bande dessinée en Chine est indissociable de l'histoire de l'imprimerie, dont le pays est d'ailleurs le berceau. L'imprimerie chinoise débute avec les manuels illustrés sous la dynastie Song, entre 960 et 1279, puis se poursuit sous la dynastie Yuan, entre 1271 et 1368, avec l'apparition du premier roman illustré. Sous la dynastie Ming, entre 1368 et 1644, des récits illustrés prennent forme, où des images occupent parfois toute la page, accompagnées de descriptions écrites. Toutefois, c'est au XIXe siècle, avec l'invention de la lithographie, que la bande dessinée chinoise franchit un tournant majeur. Cette invention révolutionne la fiction illustrée, les revues imprimées et le journalisme en permettant la création de journaux imprimés. L'influence de l'engagement international sur le mode de vie chinois se reflète dans la production journalistique. Wu Youhu, aujourd'hui considéré comme le premier BDiste chinois, s'inspire de la perspective occidentale linéaire pour créer des illustrations traitant de l'actualité, tout en y intégrant les éléments visuels typiquement chinois. Les années 1920 marquent un tournant pour la culture de masse. Les images deviennent de véritables outils de communication. C'est à la fin de cette décennie que le terme lianhua fait son apparition à Shanghai, désignant des histoires illustrées publiées sous forme de livres de poche. Ce format se développe en Chine grâce à l'introduction des technologies d'impression occidentales à la fin du XIXe siècle. Entre 1930 et 1940, le lianhua évolue à travers la littérature illustrée, reprenant ses récits tout en s'affranchissant de l'influence occidentale. À la fois très local et distinct par son format et ses thématiques, et s'inspire également du cinéma contemporain, tant dans le fond que dans la forme, avec des phylactères imitant les effets sonores. Initialement destiné aux enfants, le lianhua gagne rapidement en popularité. Les éditeurs cherchent à toucher un public plus large. Cependant, certains intellectuels dénoncent sa dangerosité, le qualifiant de distraction superficielle. Et le manhwa dans tout ça. Le terme manhwa était déjà utilisé en Chine depuis des siècles pour désigner des effets artistiques de haut niveau. Toutefois, c'est dans les années 1920 qu'il se popularise, avec deux significations principales. Croquis improvisé et dessins animés satiriques ou humoristiques, inspirés de journaux et de magazines. Les créations de l'artiste Feng Zikai, considéré comme le maître du manhwa, sont appelées xie-yi, ou écrire le sens. Il voit le manhwa comme un style de peinture permettant l'expressivité. Il définit également certains sous-genres, comme l'imaginaire, gangxiang, et le manhwa satirique, fenggai. Dans les années 1930, le manhwa devient plus pictural et s'engage davantage dans la critique sociopolitique de l'époque. Il se développe également dans les magazines inspirés des modèles occidentaux. Des histoires comme celle de Monsieur Wang adoptent une mise en page à l'occidental, tout en restant ancrées dans des récits traditionnels. C'est aussi à cette période qu'apparaît l'une des rares caricatures féminines de la Chine moderne, Yang Baibo avec son personnage Miss Onibi. Ces œuvres reflètent les bouleversements sociaux de l'époque. L'arrivée de Mao Zedong au pouvoir marque un tournant pour la culture chinoise, et la bande dessinée n'échappe pas à cette influence. Cette période est particulièrement difficile pour le médium, car la politique cherche à éliminer les bandes dessinées jugées de mauvaise qualité,
souvent à cause de leur violence ou de leur contenu jugé inapproprié, au profit de créations éducatives considérées comme plus vertueuses. Le Lion Noir Moi traverse alors plusieurs phases. Entre 1950 et 1965, il est en pleine expérimentation, avec l'émergence de nombreuses nouvelles maisons d'édition. Pendant la Révolution culturelle, entre 1963 et 1971, les fables sont mises de côté pour faire place à des récits glorifiant la culture prolétarienne. Et c'est à partir de 1971, avec le soutien du Premier ministre Zhou Enlai, que le Lion Noir retrouve un nouveau souffle, connaissant un second âge d'or dès 1976. Dans les années 1990, la crise transforme les méthodes de publication du Lion Noir et du manhwa, donnant lieu à une explosion du genre. C'est à cette époque que la bande dessinée indépendante et alternative fait son entrée sur scène. Le manhwa voit sa définition s'élargir, englobant non seulement les bandes dessinées sinophones et nationales, mais aussi celles qui sont étroitement liées au manga, la bande dessinée japonaise qui influence de plus en plus son homologue chinoise. Cette influence est renforcée par l'arrivée de nouveaux médias, notamment la télévision, qui permettent aux animes japonais de pénétrer le marché chinois. Ces nouveaux médias favorisent aussi la transmédialité, permettant au manhwa de s'étendre sur différents supports et d'être adapté sous diverses formes. Ainsi, l'évolution de la bande dessinée contemporaine s'aligne avec celle des médias. Aujourd'hui, la BD chinoise est en pleine mutation, oscillant entre respect des traditions et exploration de nouveaux horizons narratifs. Avec l'essor du webtoon et du digital, qui sait ce que l'avenir lui réserve. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?